Du coup, nous allons recevoir maintenant Lucas Naxa, donc, qui est président et fondateur de Néovision. Bonjour à tous. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'Edge AI. J'arrive à la fin, donc c'est bien, je vais pouvoir essayer de ne pas faire de redite. Mais surtout, ce dont je voulais vous parler, c'est les nouvelles opportunités, les nouvelles contraintes en développement logiciel. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, il y a toute une partie développement qui intervient. Et vous allez voir du coup au travers de quelques exemples très concrets qu'on a pu aborder avec Néovision, les contraintes et les opportunités que ça a pu générer. Alors déjà sur moi et très rapidement, qui je suis. Je suis issu de l'école NCMAG, donc une école de mathématiques et d'informatique, qui m'a prédisposé du coup à travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a beaucoup de maths et beaucoup d'infos. Ensuite, j'ai bossé à l'INRIA en tant qu'ingénieur R&D. J'étais dans une équipe de domotique intelligente qui ont capté l'activité des personnes avec plein de capteurs. On essayait de faire en sorte que le bâtiment, en gros, s'adapte aux usagers, non l'inverse. Et faire en sorte que les robots ne se prennent pas les chaises et les tables, c'était la base. Mais après, faire en sorte qu'un robot ne passe pas entre deux personnes qui sont en train de discuter, typiquement. C'était l'objet de nos travaux, pour tenir compte du contexte social et faire en sorte que les robots s'adaptent aux utilisateurs. Il y avait déjà à l'époque du calcul embarqué sur les robots et miniaturisé pour le bâtiment. Et ensuite, j'ai cofondé Néovision, je vais vous en dire deux mots tout à l'heure. Je suis aussi ambassadeur de Minalogic, pas juste par la couleur de mes cheveux, mais aussi parce que je fais concrètement pour le programme EasyTech, pour aider le transfert technologique entre les laboratoires et les entreprises. Voilà, et j'interviens pour BPI France en tant que consultant sur l'intelligence artificielle, et je suis membre du comité stratégique de MIAI depuis 2019. Voilà pour qui je suis et pour ma société. Donc, je ne vais pas vous faire une présentation commerciale, ce n'est pas le but, mais en gros, on est spécialisé en intelligence artificielle. On est essentiellement des matheux et des informaticiens qui essayons de comprendre les derniers papiers de recherche. Il y en a, comme l'a dit tout à l'heure Loïc, toutes les semaines, il y a des nouveaux papiers qui sortent, donc il faut faire le tri par rapport à tout ça. Et la compétition, elle est internationale sur le sujet. On a la chance d'avoir des très bons matheux en France et qui comprennent bien du coup la théorie, et l'objet de mon entreprise, c'est de mettre ça en pratique concrètement pour les entreprises, de transformer finalement un papier de recherche en un vrai produit pour les entreprises. Donc, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle sur l'Edge pour une société comme Néovision qui développe des applicatifs? En gros, les grandes catégories de matériel auquel on est confronté aujourd'hui, si je devais les catégoriser, j'en ferais 5. Il y a tout ce qui est sur le cloud, donc tous les calculs aujourd'hui où de manière assez virtuelle, on a autant de cœurs de calcul, de mémoire et de stockage qu'on veut. On a tout ce qui est serveur un peu plus puissant, donc là c'est des multiserveurs répartis et distribués. On a tout ce qui est serveur un peu plus puissant, mais du coup situé localement chez nos clients. Donc là, ça va être on a une puissance de calcul assez importante. On peut mettre autant de GPU qu'on veut, autant de disques durs qu'on veut, si on veut, autant de mémoire qu'on veut. Généralement, on a un OS aussi avec qui va permettre de gérer tout ça, comme Linux par exemple. Et puis après, on passe dans des environnements plus contraints. Et c'est là où, pour moi, je commence à voir des contraintes, du coup aussi des opportunités en intelligence artificielle par rapport à l'Edge. Donc pour moi, ça va être tout ce qui va être smartphone, je vais en parler aujourd'hui, tout ce qui est GPU et tout ce qui est MCU, MPU. Donc vous allez retrouver certains produits qui vous ont été présentés par les intervenants qui m'ont précédé. J'en ai choisi certains juste pour illustrer. Alors j'en ai pas un préféré par rapport à d'autres, c'est juste pour vous montrer un exemple de produit, un exemple de matériel qui est représentatif pour ces catégories-là et qui permet après de faire les cas d'usage que je vais vous montrer et les opportunités qu'on a pu développer grâce à ces matériels-là. Alors sur la partie smartphone, vous avez tous dans la poche des smartphones qui font des choses de plus en plus incroyables. Il y a quelques années, ils chauffaient très fort pour pouvoir adresser certains services comme la reconnaissance faciale ou la détection des visages sur les photos pour améliorer certains de ces services-là. Aujourd'hui, ils chauffent beaucoup moins parce qu'ils sont aussi parce qu'ils ont justement des accélérateurs de réseaux de neurones
En particulier, là, je vous ai pris l'exemple du dernier iPhone qui est sorti, l'iPhone 13 Pro. Du coup, dedans, il y a des GPU avec 5 cœurs. Il y a un chip spécialisé pour les réseaux de neurones. Ce qui est de particulier et qui est important, je pense, à noter, c'est que maintenant, il y a des caméras 3D aussi qui sont sur ces téléphones-là. Ce qui fait que la captation d'informations par les téléphones, c'est plus uniquement de la vidéo et de l'image, mais aussi de la donnée de profondeur. Ce qui permet un tas d'applications. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple qui n'était pas possible avant. Et nous, en tant que développeurs, pour pouvoir développer des applications sur des smartphones, on a besoin de stack logiciel qui permet de transformer finalement des modèles de réseaux de neurones facilement sur ces engins-là. Et on a la chance d'avoir du coup des suites logicielles comme TF Lite pour TensorFlow Lite, qui permet globalement en gros de prendre un réseau de neurones flottant, de le transformer, de le quantiser, de le passer en entier pour qu'il soit ultra rapide, ultra efficace sur un smartphone. Et du coup que votre smartphone dans votre poche ne chauffe plus quand il fait tourner les applications que vous utilisez. Les quelques exemples de cas d'usage que je vois qui sont relativement pertinents aujourd'hui, c'est détecter, identifier des objets, typiquement avec son téléphone, pouvoir prendre en photo je sais pas, une œuvre de street art à Grenoble et la reconnaître et avoir les infos tout de suite dessus, prendre une photo, un objet et avoir du coup le lien de Amazon directement pour pouvoir acheter cet objet. Dans le milieu industriel, pouvoir lire des identifiants pour faire de la traçabilité typiquement, et de la reconstruction 3D. Donc il y a de plus en plus de choses en reconstruction 3D qui sont possibles. Et je vais vous montrer un exemple assez concret d'une application qu'on a pu faire. Alors il faut que je puisse changer de focus. Comment je fais pour l'ordi? Parce que là, du coup, ça a ouvert une nouvelle page. Ça va être fun. Hop. Voilà, vous voyez bien. Du coup, là, en gros, c'est une application. Je vais ignorer l'essai gratuit. Là. Hop. Donc là, c'est une application de réalité augmentée qui consiste pour Schneider Electric, donc qui a été développé pour Schneider Electric, où vous passez devant les différents disjoncteurs. On reconnaît qu'il y a un disjoncteur devant la personne, donc c'est une personne qui fait de la maintenance. Et en se rapprochant, on va détecter l'étiquette, reconnaître que le logo Schneider Electric, et en se rapprochant encore plus, on va pouvoir lire les caractères qui se trouvent sur l'étiquette. Et du coup, avoir la liste, à la fin, vous voyez un peu de manière un peu sale à l'écran la liste des produits qui ressortent, et donc avoir la liste des assets, et donc pour la personne qui fait de la maintenance, du coup, d'avoir automatisé finalement la reconnaissance et l'identification des produits à maintenir. Là, l'intérêt, c'est que ça tourne directement sur le smartphone. Avec la réalité augmentée, on a la chance du coup de pouvoir se rappeler où se trouvent les objets. Parce que l'intelligence artificielle, elle est bête aujourd'hui, elle ne se rappelle pas. Elle est capable de détecter des choses, lire des choses, reconnaître des choses, mais elle ne se rappelle pas ce qu'elle a fait dans le passé. Et donc, grâce à du contexte, de la contextualisation, grâce à la réalité augmentée, on peut arriver à ça. Un autre exemple, c'est de la reconstruction 3D pour le dentaire, pour la simulation dentaire. Donc là, on a utilisé deux technologies, un capteur intraoral qui du coup utilise de la photo et de la reconstruction du coup multivue pour avoir ce que vous voyez sur la gauche, donc les dents d'une personne, et le face scan de l'iPhone pour avoir le visage en 3D, donc un maillage 3D du visage, et avec du coup un peu de mathématiques et un peu d'optimisation, on arrive à relier les deux et du coup réussir à simuler la mastication d'une personne en vue derrière de créer une prothèse qui soit parfaitement adaptée sur mesure et donc limiter la casse des prothèses qui aujourd'hui sont essentiellement faites de manière pour respecter des critères esthétiques mais assez peu pour respecter des critères fonctionnels. Donc l'idée de ce genre de techno, c'est accélérer ça et donc optimiser finalement la création de prothèses. Donc voilà deux exemples de choses qu'on a pu faire sous contrainte sur le téléphone mobile. Maintenant, je vais vous parler de GPU, qui apporte le plus d'opportunités aujourd'hui pour nous en tant que développeurs. Il y a plusieurs gammes, vous avez entendu quelques exemples tout à l'heure.
Là, un exemple, c'est la NVIDIA Jetson AGX, Xavier, qui est un des poids lourds du coup en termes de nombre d'opérations. Donc elle est en Intuit, elle fait 22 teraops. Il y a beaucoup de mémoire et surtout la mémoire par seconde qui est assez importante. Alors il faut un peu s'accrocher, il faut connaître un peu CUDA si on veut aller un peu dans l'optimisation sur carte graphique. Mais par contre, ce qui est important à noter, c'est que aujourd'hui, NVIDIA investit énormément dans... C'est une société qui vend du matériel, qui vend des GPU, mais 80% de leur staff ingénieurs sont des softeux, sont des gens du logiciel. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que des gens comme nous qui allons utiliser leur carte graphique ont besoin en fait de toute la stack logicielle pour pouvoir utiliser facilement leur matériel. Et je pense que c'est un bon pari puisqu'ils ont énormément de choses prêtes à l'emploi pour faciliter justement le déploiement, l'utilisation et l'optimisation des algorithmes, notamment de réseaux de neurones sur leur matériel. Et donc il y a quelques années où on devait rentrer profondément dans le CUDA et donc avoir des compétences très particulières de développement. Aujourd'hui, on peut uniquement développer un réseau de neurones avec des frameworks type TensorFlow ou PyTorch et les déployer facilement sur ce type de matériel. Et les applications possibles avec un GPU de ce type-là, c'est tout ce qui est ADAS, tout ce qui est High Speed Inspection pour l'industrie. Et du coup, là, je vais vous montrer un exemple très concret de quelque chose qu'on a pu faire en ADAS. J'ai perdu la souris. Hop. Ça marche du premier coup. Trop bien. Voilà. Donc ça, c'est avec la société Linred, spécialiste de l'infrarouge dans la région. Vous voyez bien ? Ouais, ok, cool. Donc on a utilisé deux capteurs, un visible, un infrarouge, que vous voyez sur la droite. Et l'idée, du coup, c'est de fusionner les deux modalités en temps réel, du coup, sur une voiture autonome, parce que l'objectif, c'est de détecter les piétons. Là, vous commencez à voir les rectangles différents endroits qui sont détectés, plus ou moins bien en fonction de la modalité, parce que quand il fait nuit, typiquement, on détecte moins bien dans le visible, on détecte mieux dans l'infrarouge. Et inversement, il y a des phénomènes similaires dans l'infrarouge, où parfois on voit moins bien dans l'infrarouge que dans le visible. Et donc l'idée, c'est qu'en fusionnant les deux modalités, on arrive à tirer le meilleur parti des deux et donc détecter mieux et plus vite les piétons. Vous avez tous entendu, je pense, dans la presse, les accidents qui a eu lieu. Il y a un accident qui a fait mauvaise presse avec Uber, par exemple, où il y a eu un cycliste qui était tué par une voiture autonome, justement. Et le pari, c'est que si on avait eu de l'infrarouge, on aurait pu voir de nuit et potentiellement éviter ça. Et donc ça nécessite de pouvoir traiter les deux modalités, avoir un réseau de neurones qui soit optimisé pour traiter le visible et l'infrarouge en temps réel. Et donc ça a été optimisé. Donc il y a une architecture spécifique qui a été développée pour faire cette fusion-là. Et après, le tout optimisé sur AGX, donc sur carte graphique, pour avoir des temps, pour obtenir du temps réel. Non, ça c'est la suite. Voilà. L'autre exemple, c'était l'inspection haute vitesse pour l'industrie. Donc là, c'est un cas d'usage qu'on a réalisé avec la société Pellincasté, qui est une société qui fait des machines de tri pour les déchets. Donc les déchets que vous mettez chez vous dans la poubelle jaune, ils finissent dans un centre de tri et ils sont à nouveau derrière triés. Et notamment, il y a différents types de plastiques qui sont séparés selon leur matière chimique, leur composition chimique. Mais en faisant ce projet, j'ai appris typiquement que des bouteilles de plastique qui sont alimentaires ne doivent pas être mélangées avec les bouteilles plastiques qui sont non alimentaires. Pour faire simple, une bouteille de lait ne doit pas être mélangée avec une bouteille de lessive. Ou du moins, aujourd'hui, tout est dégradé en non alimentaire. Et donc, pour aller plus loin dans le niveau de tri, on pourrait séparer les deux types de produits basés sur du coup, la forme, l'aspect qu'ont ces produits qui, comme vous le voyez sur l'image là, peuvent être beaucoup dégradés, déformés, écrasés. Et donc ça, c'est typiquement un exemple où l'intelligence artificielle peut être très efficace si tant est qu'on a des bases de données suffisamment grandes à noter et entraîner pour faire cette tâche-là. Mais derrière, il faut aussi que ça tourne très très vite en temps réel, à quelques millisecondes. Et quand on a eu le cahier des charges, on trouvait ça très challengeant. On est quand même allé. Au début, on pensait le faire sur FPGA. Finalement, on a fini par l'optimiser sur carte graphique. Et on a atteint les 1,5 millisecondes par image de traitement pour pouvoir prendre la décision alimentaire, non alimentaire.
Bon, après, derrière, le plastique, il est trié, il est soufflé avec la mécanique de la société, le savoir-faire de la société. Mais voilà, en tout cas, c'est des ordres de grandeur aujourd'hui qui sont demandés dans le domaine industriel et qui sont atteignables grâce à la puissance de calcul et surtout à la vitesse à laquelle la mémoire est gérée dans des cartes graphiques. Donc en GPU un peu plus petit, mais beaucoup plus utilisé, un peu plus répandu, il y a typiquement un exemple, un Quadro P5000. Donc là, c'est un peu plutôt des teraflops, on en a une dizaine. C'est toujours l'environnement CUDA OpenCL qui se trouve derrière. Et là, vous avez des applications du type robot autonome. Dans l'imagerie médicale, vous avez beaucoup ces choses-là qui sont utilisées. Et après, dans tout ce qui est embarqué, on va retrouver l'AR, la VR, le jeu vidéo qui va utiliser ces technologies-là. Et un exemple que je peux vous montrer du coup, c'est le RoboSpot qui... J'ai encore perdu ma souris. Non, j'y suis. Ouais. C'est le RoboSpot qui est du coup, si vous connaissez peut-être, le robot de Boston Dynamics qui justement embarque cette carte graphique et qui du coup permet d'aller faire un tour dans un milieu industriel dans lequel alors ce truc est assez fou. Quand j'étais dans le labo à l'INREA, les challenges de robots, ils n'arrivaient pas à monter les escaliers, ils n'arrivaient pas à ouvrir les portes. Et maintenant, en 2021, enfin ça fait 2 ans maintenant qu'il existe, les robots arrivent à parcourir des endroits très complexes comme les escaliers ou des endroits où voilà, les gens qui connaissent un peu le domaine de la robotique sont impressionnés comme moi. Et donc il a une caméra, on peut l'augmenter après avec différents capteurs, différentes choses, il peut porter des choses aussi. Voilà. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il a une unité de calcul embarquée. Donc ça lui permet d'avoir voilà, il a aussi un bras qui lui permet d'agir sur son environnement. Et donc ça permet, avec de l'intelligence artificielle, d'aller adresser des cas d'usage très spécifiques du type détecter les objets, savoir si les objets sont présents ou absents, détecter si les personnes sont là ou non, détecter des intrusions. Beaucoup de cas d'usage dans des environnements hostiles, là où les humains ne peuvent pas aller ou alors où c'est dangereux qu'ils y aillent, pour pouvoir faire des actions diverses et variées. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est programmable de façon assez simple. On lui dit juste va ici et il y va, et il s'occupe du reste au niveau de la démarche, enfin au niveau de son déplacement. Voilà. Donc le domaine de la robotique, c'est encore un domaine qui est émergent et assez peu mature finalement, mais il y a quand même des cas d'usage qui commencent à se développer et des sociétés comme Boston Dynamics qui sont issus du MIT ont beaucoup d'avance aujourd'hui avec ce robot typiquement. Mais je pense que c'est un domaine qui va vachement se développer. Et il y a tout l'environnement embarqué dessus qui permet justement à développer des applications pour des softs comme nous. Bon, le dernier exemple, je n'ai pas d'application concrète à vous montrer, mais pour vous dire qu'il y a différentes tailles. Il y a la Jetson Nano, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Elle est un peu plus petite, moins de teraflops. Toujours le même environnement de développement. Et ça permet des applications un peu plus simples, comme par exemple, 3 exemples pour lesquels on a été sollicité, l'analyse de comportements animaux, par exemple, ou alors la détection, la reconnaissance faciale, détection de personnes, reconnaissance faciale. Et le dernier pan, du coup, est-ce que j'ai encore le temps ou pas? Un peu, ouais. 2 minutes. Allez, challenge accepted. C'est les MCU. Donc je ne vais pas faire la pub de Gap9 de Loïc, mais c'est l'exemple que j'ai choisi. Voilà, donc il en a déjà parlé, mais c'est un exemple qui est bien représentatif pour moi des MCU qui ont compris que voilà, il y a vraiment des cas d'usage qui peuvent être adressés. Si on a à côté du MCU un accélérateur pour les réseaux de neurones, ce qui est important en fait, c'est la 3e ligne, c'est qu'il y a de la génération de code directement à partir de TensorFlow ou de PyTorch, et donc il y a l'environnement logiciel qui permet justement à des développeurs comme nous de pouvoir générer directement le code optimisé sur le MCU, et après ça permet des applications du type occupancy management, surveillance, voice filtering. Ça c'est 2 exemples de sujets sur lesquels nous on a pu travailler sur MCU. À gauche, c'est de la détection de chute sur un capteur 80-80 par l'INRED. Donc ce qui est intéressant sur ce capteur, c'est qu'il y a peu de pixels finalement par rapport à une grande caméra, et donc ça permet de quand même, et en plus on peut reconnaître
les personnes, leur posture et leurs activités. À droite, vous voyez du multicapteur fusion. Ça, c'est plutôt un travail de recherche qu'on a fait au sein de Novision pour, quand il y a des occlusions, comment quand même réussir à détecter plusieurs personnes. Et ça, je crois beaucoup que ça va aussi se développer dans le futur, la fusion multicapteur sur MCU. Voilà. Et puis après, c'est tout le débat sur qu'est-ce qu'on peut faire ou non sur ces petits... avec aussi peu de puissance de calcul. Aujourd'hui, je vois beaucoup de choses autour des jouets, des gadgets et des choses comme ça, des montres connectées ou alors des systèmes grand public. Mais il y a quand même un trade-off, je pense, sur lequel on peut trouver des nouvelles innovations. Il y a des choses qui sont vraiment impossibles sur MCU, il y a des choses qui sont possibles. Je vous donne 3 exemples de choses qui, selon moi, sont impossibles. Par exemple, la traduction en temps réel, ce ne sera pas possible sur MCU. Tout ce qui est NLP, compréhension de la langue, c'est des modèles beaucoup trop complexes également pour tourner dessus. Tout ce qui est tracking et détection pour l'ADAS, c'est pas ce genre de choses qu'on va pouvoir faire tourner sur MCU. Et là, je vous ai montré un exemple d'une dentition assez horrible, mais il y a des gens qui ont ce genre de dentition. Mais tout ce qui est analyse 3D et puis analyse médicale, j'espère que j'ai blessé personne dans la salle. Je rêve parfois la nuit de parler dents, c'est vrai, mais bref. Voilà. Et donc tous ces cas d'usage là, c'est plutôt sur GPU, smartphone ou Edge ou Cloud qui sont traités aujourd'hui. Les choses qui sont possibles et qu'on voit déjà, donc la caractérisation d'activité humaine, des choses simples, savoir si les personnes sont assises, debout, couchées. Et je suis en train de dépasser, je me dépêche. Reconnaissance faciale, wake up word du genre Alexia pour réveiller mon smartphone. La détection de présence également, ça c'est possible. Et puis après, les choses pour lesquelles il va falloir faire des compromis. Quand je dis des compromis, c'est la performance versus des compromis sur la performance. Et par exemple, détecter des personnes dans une pièce, si on est sur un cas d'usage de confort, par exemple, on n'a pas forcément besoin d'être ultra précis sur le comptage. On a juste besoin de savoir à peu près combien il y a de personnes. Et donc là, on peut envisager du comptage basé sur MCU. Tout ce qui est face recognition, object recognition, c'est pareil. À quel point on a besoin d'être bon en termes de faux positifs, faux négatifs. Il y a aussi des compromis qui peuvent être faits. La reconnaissance de dommages, ça j'y crois un peu moins, je l'ai quand même mis, mais je pense que généralement quand on veut faire ça, on est déjà sur de la haute valeur ajoutée et généralement on dépense déjà beaucoup d'énergie à côté pour le faire, typiquement dans un milieu industriel. Après il y a tout ce qui est lecture de caractère, à mon avis ça aussi ça va venir sur les MCU mais avec des compromis. Et puis après le eyes tracking, gaze tracking notamment, donc traquer le regard pour tout ce qui est activité de réalité augmentée, réalité virtuelle, c'est super important en fait de savoir où est-ce que les gens regardent pour pouvoir adapter en fait l'interaction et avoir une ergonomie encore augmentée et améliorée par rapport au système actuel qui sont au début on va dire au niveau ergonomie interaction. Donc il y a des compromis à faire et la seule façon de faire c'est expérimenter et faire des tests et voir ce qu'il est possible de faire. Voilà pour ma présentation, j'ai un peu dépassé, désolé, j'espère que ça vous a plu. Merci pour cette présentation intéressante. Donc, on peut prendre le temps pour une question très rapide. Posez pas des questions du hardware, hein, je suis un software moi, donc oui. Comment est-ce que les solutions de Movidius se placent un peu dans Alors Movidius, en 2017, j'ai essayé de bosser avec eux quand ils ont fait leur grosse annonce. Le problème, c'est qu'à l'époque, si on n'avait pas 100 000 commandes minimum, on pouvait juste même pas les avoir au téléphone. Donc voilà. Et honnêtement, je les ai surtout vus communiquer dans ces eaux-là, 2017-2018. Ensuite, j'ai pas vu de projet concret avec des Movidius, j'ai pas vu de choses déployées avec Movidius et j'ai pas eu alors c'est de mon prisme, hein, France, Europe, on va dire essentiellement, mais voilà. Il y a FLIR, c'est ça dont vous parlez ? Ouais. Du coup, FLIR a fait un partenariat avec Movidius et je pense ils étaient très malins d'intégrer de la capacité de calcul au plus proche du capteur. Moi, si on m'avait demandé à l'époque, je leur aurais recommandé ça, pas forcément Movidius, mais au moins en tout cas de faire ça. Et oui, je pense que c'est la bonne façon de faire, d'avoir
un calculateur de réseau de neurones le plus près possible du capteur, parce que les capteurs de demain, selon moi, je suis dans la vision et dans le traitement du signal depuis très longtemps, et je pense que demain, les capteurs, ils renverront plus toute l'image, ils renverront que l'information traitée. Ils enverront de l'information et pas de l'image. Donc je pense que c'est une très bonne stratégie de faire ça. Oui. Merci. Donc, merci encore pour cette présentation. Donc, si vous voulez continuer à discuter à la pause café, du coup, on se retrouve d'ici 20 minutes à peu près. Donc, je vous confierai à mon collègue Philippe Viexorek qui va s'occuper de la dernière partie de la journée sur les financements. Voilà. Et excusez-nous encore pour le retard, mais la journée était assez chargée. Merci.